Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être là. Vous avez tous une place dans ma vie, en fait. À part 2-3 personnes que je ne connais pas. Mais globalement, c'est parfois des amitiés qui remontent à des décennies. Et c'est marrant parce que même Hélène, je t'ai rencontré le jour de tes 40 jours, il y a 30 ans, tu étais bébé, donc ça fait quand même pas mal d'années pour tous. Et puis voilà, donc vous faites partie de mon histoire. Et ce soir, c'est la première fois depuis 10 ans que je refais une conférence en Belgique. Donc je crois que c'est un nouveau départ pour en faire tous les 2 mois, j'espère. Qu'est-ce qu'une crise? Alors j'ai réfléchi très longtemps à cette histoire et je dirais qu'il y a crise lorsqu'une ou plusieurs ruptures provoquent une perte de sens, provoquent un bouleversement. Et ça veut d'emblée dire en fait que la crise mobilise notre capacité à donner sens. Nous sommes des donneurs de sens. Il y a les donneurs de sang, très utiles sur les champs de bataille. Il y a les donneurs de sens, les créateurs de sens. Nous sommes aussi des créateurs de conscience. C'est peut-être la spécificité de l'être humain. L'animal est conscient, mais il n'est pas forcément conscient d'être conscient. Mais nous, on a une conscience réflexive. Et donc la crise, c'est ce bouleversement qui nous force à donner sens. Alors les ruptures qui provoquent notre système de sens, notre capacité de donner sens, elles peuvent être de plusieurs types. Nous, êtres humains, tout simple, on a surtout les ruptures professionnelles et les ruptures amoureuses. C'est déjà un sacré challenge de les traverser. Tout à fait par hasard, je regardais le journal télévisé ce midi en Belgique et j'apprenais que les burn-out avaient augmenté de 45% en 5 ans. Il y a 600 000 personnes en arrêt professionnel pour cause de, beaucoup plus que de chômeurs d'ailleurs, pour cause de burn-out, de crise, de mal-être. Donc ça veut dire que ce phénomène n'est pas anodin. Le grand burn-out, c'est quand vous vous réveillez un matin et que vous ne savez même plus allumer un écran. C'est 6 mois à 3 ans de réparation. C'est pas le petit surmenage. Ça provoque d'ailleurs la plupart du temps des reconversions professionnelles. Une grande rupture amoureuse, c'est inattendu, parce que si vous quittez la femme ou l'homme que vous aimez en le prenant dans vos bras, en disant « tu es mon meilleur ami, il est temps maintenant de suivre son chemin », ça ne va pas provoquer de crise. Il y aura un deuil, mais il n'y aura pas de crise. Pour une crise, il faut un inattendu. Donc une rupture brutale, c'est un élément, avec tout ce que ça implique de déception aussi, et de surprise. Et donc, les crises, c'est quelque chose qui nous surprend. Ce qui veut dire en gros qu'on doit être ouvert à l'inattendu. On a tendance, à cause de nos routines, à cause de notre façon de vouloir planifier, organiser la vie, de l'instituer même parfois, de la stabiliser, on a tendance à être rétif à l'inattendu. Mais l'inattendu, c'est le pain quotidien. Bertrand Piccard, qui a fait le tour du monde en ballon, rappelez-vous, il y a 25 ans, et 26 ans bientôt, disait, il est psychiatre, hypnothérapeute, Bertrand Piccard. C'est comme ça que je l'ai rencontré un jour, et alors il disait « L'aventure, c'est la rupture entre notre système d'attente et les circonstances. » Effectivement, vous vous attendez à quelque chose, et puis il se passe tout à fait autre chose. Il y a des films comme ça. Je pense toujours à La vie dissolue de Gérard Floch, qui se fait virer de son travail, rentre chez lui et trouve sa femme au lit avec son amant. Et en plus, il apprend que ses enfants sont complètement décrochés scolairement. Enfin bref, il y a des films rocambolesques. Série noire pour une nuit blanche aussi, des trucs complètement fous. Donc la crise, c'est ça. Mais on ne peut pas comprendre la crise si on n'a pas quand même une contextualisation, parce que nous sommes dans une époque en crise. Et je vais vous demander de visualiser, comme c'est une année de Jeux Olympiques, les 5 anneaux olympiques, et il y a 5 grandes crises aujourd'hui. Bon, la première, elle est écologique, on le sait tous. On sait très bien que le taux d'accès à l'énergie, au pétrole, va diminuer de manière drastique ces prochaines décennies, qu'on va devoir ressortir les calèches et les chevaux. D'ailleurs, on est dans une époque un peu calèche et kalachnikov, c'est un peu ce qui s'annonce. Et à côté de ça, il y a bien sûr ce réchauffement qui est extrêmement éco-anxiogène. Les jeunes ne veulent plus faire d'enfants, ce qui est tragique. Je crois que ce n'est pas la solution pour autant, mais il y a vraiment cette idée d'éco-anxiété, on le voit régulièrement.
quand vous voyez ce qui s'est passé au Chili, quand on voit les inondations dans le Pas-de-Calais, quand on voit des 35-40 degrés en plein mois de janvier en Espagne, enfin, voilà. Alors ici, aujourd'hui, il va faire très pluvieux demain, mais on est vraiment dans une crise écologique majeure dont on ne maîtrise pas les tenants et aboutissants. Il y a certainement des solutions, mais les spécialistes de la question ont un discours sur l'effondrement, la collapsologie, sur lequel on peut vraiment... Il faudrait une conférence rien que là-dessus. Peut-être d'ailleurs ce sera l'une des prochaines. Deuxième grande crise, c'est l'épuisement du néolibéralisme, de l'ultralibéralisme. On sait bien qu'aujourd'hui les ressources de la planète sont épuisées le 1er août, plus ou moins de chaque année. Donc là on est vraiment dans quelque chose de terrible. D'où les alternatives, d'où la permaculture, d'où le travail sur d'autres substances, etc., pour essayer de résoudre les problèmes qui sont majeurs. Rassurez-vous, je suis fondamentalement confiant dans l'avenir. Je crois d'ailleurs que traverser la vie, c'est accueillir le moment présent tout en rêvant à l'avenir. Mais il faut situer le contexte. Troisième contexte, très important, c'est la situation géopolitique. Je suis très marqué par la mort de Navalny ces jours-ci. Je trouve que c'est... Je pense personnellement que c'est l'onde de choc qui, pas tout de suite bien sûr, mais c'est l'onde de choc qui va renverser Poutine, parce que ça va aller très loin cette affaire-là. On entendait sa fille en Californie, un credo magnifique, une jeune femme de 23 ans qui... une responsabilité politique qu'on ne soupçonnait pas, on ne la connaissait pas d'ailleurs, si ce n'est qu'on la voyait parfois toute petite. Et donc voilà, aujourd'hui on est dans une configuration qui donne à penser aux années 30. Maintenant, je ne voudrais pas faire de terrorisme, mais on est quand même dans ce grand choc Chine, URSS face à l'Europe occidentale et les États-Unis, sans parler de toute la nébuleuse terroriste nourrie par l'Iran, etc. Donc, crise géopolitique très intense qui est liée, bien évidemment, aux deux autres anneaux que je viens d'aborder. Quatrième anneau olympique, la crise est mythologique. En fait, nos idéologies, nos discours, nos croyances collectives, c'est un mot à la mode, croyance, mais tout ça est lié à des images archétypiques, des images symboliques. Et par exemple, l'effritement du couple, c'est l'épuisement du Dieu d'amour chrétien, l'éclatement de la famille, la mort de la justice, c'est l'effritement du Dieu de justice de l'ère précédente. Toutes les problématiques de l'égalité qui est devenue l'égalitarisme frénétique, je pense au wokisme notamment, c'est un effondrement du mythe d'égalité. Donc il n'y a pas de crise individuelle qui ne soit une crise collective, archétypique, symbolique. Et ça, quand on est en difficulté personnelle, quand on est en crise individuelle, on n'y pense pas. On n'y pense pas. Donc, ce quatrième anneau est très important parce qu'on va y revenir. Nos crises, nous sommes des éléments dans le fleuve de vie, des éléments du collectif. Et puis la dernière grande crise, c'est qui sommes-nous ? On est au bout d'un matérialisme rationaliste qui ne mène qu'à l'amertume généralisée, au désarroi, à l'hédonisme frénétique. Et rassurez-vous, je suis épicurien en plus d'être confiant dans la vie, donc je ne suis pas du tout en train d'avoir un discours austérisant. Mais on s'interroge sur qui on est. Depuis 40 à 50 ans, il y a une révolution qu'on appelle les états de conscience modifiés. On découvre l'hypnose qui est aujourd'hui, c'est le quatrième état de conscience. Tu nous as très bien introduit à l'hypnose. On découvre aujourd'hui, grâce aux imageries cérébrales, des choses absolument époustouflantes qui vont seulement révolutionner la psychothérapie. Aujourd'hui, on se rend compte que nos théories sont très archaïques, très anciennes. Et puis alors, il y a cette grande révolution à laquelle moi je suis très attaché, qui a commencé il y a 50 ans, c'est les phénomènes d'expérience de mort imminente. C'est une révolution qui remet tout en question. C'est l'antidote au néolibéralisme sauvage. Et je ne suis pas ici pour vous convaincre, je n'appartiens à aucune religion, aucune secte, mais c'est un sujet scientifique, avec les plus grands chercheurs, neurologues, neuropsychologues. Alain, tu vas seulement découvrir le livre de Forêt, psychiatre, qui était sur les ondes de la Belgique, il n'y a pas longtemps, lors d'un débat sur les expériences de mort imminente. Et lui, c'est un des plus, avec le professeur Charbonnier, et tout atteste en fait
Ben, c'est lié un peu à ce qu'on sait depuis 100 ans. Depuis 100 ans, avec la découverte de la physique quantique, on sait très bien qu'au niveau subatomique, donc à l'intérieur de l'atome, les électrons autour du noyau sont à la fois ondes et corpuscules, énergie et matière. Que l'information circule à la vitesse, au-delà de la vitesse de la lumière. Si on prend une paire de photons et qu'on la coupe en deux, le spin, la polarité de A change immédiatement quand B change. Donc au niveau subatomique, tout est énergie, tout est information au-delà de l'espace et du temps. Jung, qui a prolongé les travaux de Freud, a découvert, lui, que le psychisme profond répond aux lois de la physique quantique, d'où ces phénomènes étonnants que sont les rêves prémonitoires, les phénomènes synchronistiques. Vous pensez à quelqu'un, paf, vous la voyez. Il n'y a pas longtemps, je mange avec un couple d'amis à Mons, petite ville merveilleuse, et je discute d'une dame que je n'ai pas vue depuis 12 ans. Je dis, tiens, comment va-t-elle, etc. Je reprends le train, une femme traverse le wagon, médusée, je la vois, c'était elle. Je n'ai pas vu cette femme depuis 12 ans. C'est comme ça tout le temps. Moi, ma vie, elle est comme ça. Et donc, on se rend compte qu'en fait, il y a une révolution profonde sur qui sommes-nous. Alors, bien évidemment, il y a un grand combat entre les rationalistes, les neurosciences, etc., et puis les entre guillemets, spiritualistes. Je ne vous cache pas que moi je suis dans le deuxième camp, et je crois que le cerveau est à l'âme ce que le violon est au musicien. C'est-à-dire que si le violon est cassé, ben le musicien vit toujours. Ça, c'est mon parti pris, et j'ai recueilli depuis 40 ans des témoignages qui vont dans ce sens-là. Mais c'est à vous de vous faire une conviction. Mais tout ça pour dire que nous sommes dans un tremblement de sens actuellement. C'est terrible, en fait. On ne peut pas passer à côté de ça. Hein. On ne peut pas se dire tout ça n'est rien. On ne peut qu'attester du fait que nos paramètres éducatifs ne sont plus... si, bien sûr, un enfant qui naît, on l'aime inconditionnellement, on fait tout pour son épanouissement, on lui inculque des valeurs, des repères éducatifs, du respect, enfin ça bien sûr ça reste. Mais on est dans un monde en telle mutation que... Non, c'est bien, il va me galvaniser. Et donc, voilà, donc on est vraiment dans ce contexte extrêmement profond. Et comprendre nos crises individuelles ne peut se faire qu'à l'aune de cette lecture plus globale, parce qu'autrement, on ramène trop les choses à des facteurs trop subjectifs. Et le danger à ce moment-là, c'est de revenir à la position antérieure, c'est de vouloir revenir au statu quo ante. Ça me fait penser à un gars, quand je travaillais à Bruxelles, j'accompagnais un type comme ça, il était plus jeune que moi maintenant, enfin il avait 58 ans à l'époque, j'en ai 62, mais alors le type, il avait perdu son travail et il envoyait des CV partout comme ça. Et puis il était dans ce que les systémiciens de Palo Alto appellent le changement 1. Toujours plus de la même chose, mais finalement, ça ne fait qu'alimenter la machine infernale. Et ce qu'il devait faire, c'est passer à un changement 2, changer de changement. Et tout le travail sur son projet de vie, c'était de lui dire « Mais si tu t'occupais de ta vie, si tu regardais, etc. » J'expliquerai après comment on fait, parce que vous pourrez l'appliquer dans vos vies. Parce que je pense qu'une conférence comme ça, un petit exposé comme ça avant le débat, c'est que vous puissiez appliquer des techniques, que vous puissiez repartir avec des outils. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que changer de changement, c'est remettre en question ses perspectives. Lui, il a travaillé son projet de vie, il a cultivé son jardin, il est heureux, enfin s'il vit toujours, j'imagine que maintenant il est très heureux, mais il est beaucoup plus âgé aussi. Et il faut savoir que dans les crises, il y a une rupture. Le système de sens est chamboulé, mais il y a un autre phénomène, rupture dans la temporalité. Quand vous avez une rupture dans la temporalité, vous ne voyez plus. Vous êtes soit le nez dans le guidon, ça c'est les burn-out, le SNEG, syndrome du nez dans le guidon, soit vous êtes dans le SSBF, syndrome du Saint-Bernard fatigué, la charge mentale des femmes. Les femmes sont des héroïnes, alors que les hommes sont de vieux lions paresseux. Et donc, le portage, la charge, c'est terrible ce que les femmes vivent. Et donc, soit alors on ne voit pas l'avenir, on ne voit plus, on ne voit pas
Et cette rupture dans la temporalité, c'est ce que j'appelle un horizon bouché. Ça amène un truc immanquablement, perte d'estime de soi. L'estime de soi, la confiance en soi, c'est contextuel. Bah, si quelqu'un est dans un milieu épanouissant, un groupe, une entreprise, un club sportif, bah, il a confiance, quoi. Ça va, c'est comme la plante qu'on arrose au soleil, suffisamment de vitamines. La confiance, c'est contextuel. L'estime de soi, c'est temporel. Et donc, quand il y a crise, l'estime de soi plonge. Et bien évidemment, ça peut durer, hein, parce que c'est pas évident, parce que la crise, elle procède d'un choc, d'un impact, une rupture par exemple. Après ça, il y a le bouleversement du système de sens, et puis il va seulement y avoir le deuil. Et après le deuil, il y a seulement la jachère. Et puis il faut semer. Nous sommes des agriculteurs de l'avenir. Et c'est long parfois. On ne sort pas d'une crise comme ça. Ou alors c'est un bébé crise. Petite crise. Ça peut arriver. Hein. Entre deux collaborateurs, dans un couple, il y a un moment plus chaud, c'est tendu, etc. Mais si on a les moyens de métacommuniquer, s'il y a beaucoup voilà, cette métacommunication, cette capacité d'être créatif face à l'inattendu, d'anticiper, parce que tout est là, d'anticiper intuitivement la crise, d'écouter ses rêves, ses intuitions, etc. Alors là, il y a moyen de la... Hein, tout n'est pas tragique. Mais quand il y a crise majeure, c'est un processus qui est vraiment très sérieux. Je parlais de ce couple tellement ami qu'ils se séparent dans la joie. Effectivement, il y aura un deuil, mais il n'y a pas de crise là. Imaginez, vous avez quelqu'un, puis tellement heureux, vous dites, bon maintenant, ça suffit, ça a assez duré le bonheur, on se sépare. Parce qu'on va dans l'amitié spirituelle, comme diraient les Tibétains. Là, il n'y a pas de crise. Mais il y a quand même un sacré deuil. Et donc, c'est très important de bien comprendre que quand vous avez le sentiment que l'horizon est bouché, que vous ne voyez plus où aller, que vous ne voyez pas l'avenir, que vous ne rêvez plus l'avenir, et c'est ce que j'écrivais ce matin sur Facebook, une société qui fait un culte de l'instant présent et est incapable de rêver l'avenir, est en rupture de temporalité et est en crise profonde. C'est ce que j'appelle le pseudo-bouddhisme néolibéral. Profiter de l'instant présent. C'est pas le moment présent. Le moment présent, c'est un bon resto avec une amie. Ah, c'est le moment. Mais l'instant présent, forcément, on est dans l'instant présent. Où voulez-vous qu'on soit? On peut qu'être là, on est tous dans l'instant présent. Mais alors là, il y a ce besoin de temporalité. Ça me rappelle cette chanson de Nicolas Perrac et mon père. Et mon père venait de débarquer là où reste quelque humanité, là où les gens parlent encore de l'avenir, même s'ils sont fatigués. Je ne sais pas si vous remarquez, il y a eu No Future, là, à l'époque punk, et ici, il y a une sorte de grand truc, on ne voit pas l'avenir. Bon, ça, c'est un peu entretenu, parce que si on ne voit pas l'avenir, on est consumériste, forcément. Et donc, très important, perte d'estime de soi, temporalité, absence de perspective. Et donc, si vous sentez ça dans vos vies, pincez-vous. Ne serais-tu point en crise? Et donc là, c'est une notion très importante. Et comment, finalement, la question, elle est anticipée. Moi, j'aime beaucoup le couple, parce que c'est un sujet de laboratoire sur lequel je me suis aussi beaucoup débattu. Et je dis, un couple n'est jamais autant en danger que quand il est heureux. Méfiez-vous. Je ris. Mais donc, vous voyez, il faut pouvoir anticiper sur les évolutions possibles. Et en parlant de temporalité, je pense qu'il est important d'introduire une autre notion, c'est la notion de synchronicité, chère à Jung. Pour Jung, il y a synchronicité quand deux événements sans aucun lien causal font sens. Il a, dans sa biographie, dans ses livres, il en parle beaucoup, notamment cette femme qui un jour rêve d'un scarabée d'or, symbole de renaissance, etc. Alors il y a à ce moment-là la femme très rationaliste, et lui, bon, il essaie de lui expliquer un peu ce que ça peut évoquer comme possibilité, comme potentialité dans l'inconscient. Puis à ce moment-là, il y a un petit insecte doré, un hanneton doré, qui frappe la vitre entrouverte, il le prend. Le voilà, votre scarabée. Là-dessus, la fille est branlée, elle est sorte de psychanalyste, comme tout le monde. Et donc voilà, et alors,
C'est ça des synchronicités. C'est plus que ce que j'expliquais là, quand on pense à quelqu'un et que la personne appelle au téléphone l'après-midi. Ça, c'est plus des phénomènes de résonance synchronique, c'est des phénomènes presque télépathiques. Et les synchronicités, c'est quelque chose de très puissant. Et les crises dans nos vies n'arrivent pas par hasard. Il y a beaucoup de signes avant-coureurs qu'on n'a pas voulu voir, ou qu'on n'est pas armé pour voir. Sans parler du fait que, tous les êtres humains ne sont pas gentils. Hein. Il y a des gens pas gentils sur Terre. Hein. Je ne sais pas si vous aviez remarqué. Et donc, il y a vraiment cette idée, il y a des gens bons. Je crois qu'il y a des gens merveilleux, il y a des belles personnes partout. Peut-être pas au Rassemblement National, quoique, on ne sait jamais. Mais il y a des belles personnes partout. Mais en même temps, il y a des êtres profondément abîmés. Vous savez, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont dites sur les mentalités psychopathiques, sur les pervers narcissiques, sur tout ça, les manipulateurs. C'est un peu comme MeToo, là, tout sort. Hein. Aujourd'hui, il y a les sacs poubelles de l'humanité sont déversés. Et c'est vrai qu'il y a une bonne éducation à faire sur des personnalités comme ça, pour éviter à nos jeunes d'être pris dans des trucs d'emprise. Parce que quand une femme ou un homme, surtout les femmes malheureusement, sont sous emprise, ça peut durer des décennies, hein, c'est du costaud. On ne se déconstruit pas de l'emprise. Il y a des gens dévastés. C'est terrifiant. Mais donc, tout ça pour dire que il faut... C'est très important de comprendre que nous sommes reliés à l'univers, qu'on obtient ce qui nous ressemble dans l'axe de notre nécessité évolutive, que synchronistiquement, les grandes crises de vie font partie d'un chemin d'évolution. Alors là, selon vos présupposés, Freud a beaucoup travaillé tout ça, la castration symbolique, etc. C'est très important, tout ce qu'il a pu amener. Jung, lui, va plus vers le processus d'individuation. Ce par quoi on devient, dans son axe, centré, entier. On sait bien que pour revenir au couple, qu'on est à 4 dans un couple. Là, il y a l'homme, l'animal, l'animus et la femme et l'animus. Donc c'est terrifiant. 4. Sans parler du transgénérationnel, voire des vies antérieures. Dans le monde du professionnel, je pense encore à ce que j'entendais, les burn-out qui ont quintuplé, qui ont presque 45% en plus, mais c'est une maladie contemporaine extrêmement dure, notamment liée à quelque chose que on a tous connu, c'est le fameux coronavirus avec les confinements. Le coronavirus a donné du bonheur à plein de gens, mais il a complètement déboussolé plein d'autres, avec une surcharge, la charge mentale, le télétravail qui n'est pas forcément bien vécu, les décrochages scolaires, les couples qui explosent, jusqu'au suicide. Ça, je peux vous assurer que ce n'est pas de la blague. Et donc, aujourd'hui, on est dans un tel état critique qu'on se doit d'essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que si j'anticipe, il n'y a pas de crise. Ou plutôt... la pilule est moins dure à avaler. Et alors là, en travaillant, moi je fais de l'astrologie depuis 40 ans, hein. J'offre leur ciel de naissance à mes impatients. Le seul patient, c'est moi, puisque j'entends rien. Mais, donc, c'est un outil extraordinaire qui permet... L'astrologie, elle donne la partition structurale. Hein. Elle ne donne pas ce que vous allez faire de votre vie, mais elle donne votre structure profonde. Et elle donne surtout les enjeux et les moments d'évolution. Donc les grandes crises, on les voit. Et c'est à nous de faire en sorte que ce soit des crises initiatiques et pas des crises destructrices. Bien sûr. Mais il y a un processus d'individuation. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de le prendre. Le plus bel imagier médiéval qui raconte les grandes étapes des crises, c'est le tarot. Le tarot il n'y a qu'un tarot, c'est Marseille. Mais Salvador Dali l'a repeint et c'est tellement beau par rapport à la laideur du tarot de Marseille que moi je l'utilise pour la prise de décision. Ça valide nos prises de décision. Et comme par hasard, l'étymologie de crise, c'est krino en grec. Hein, une évaluation et une décision critique. Et c'est marrant parce que François Roustan, qui est l'un des plus grands thérapeutes contemporains, il est mort malheureusement. C'est terrible, les gens bien meurent un jour. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est terrifiant. Et donc, mais il aurait eu 100 ans l'année passée, donc il était aussi un peu comme Edgar Morin ou... Bon, c'est des gens qui ont fait un sacré parcours. Hein. Et alors, il disait dans le fond, voilà, tout son travail avec l'hypnose, lui il est passé psychanalyste lacanien à l'hypnose.
Et puis il a encore développé des choses terribles. Moi, cet homme m'a profondément marqué. Et alors il disait, mais tout ce qu'on demande, c'est, on demande, dans l'accompagnement, une prise de décision. On ne peut pas ne pas décider. Même décider de ne rien décider pour le moment, c'est déjà une décision. C'est beau, ça. Qu'est-ce que tu décides? Je décide d'attendre. Et donc, c'est très important de comprendre que quand on vit une crise majeure, individuelle, et c'est vrai que c'est surtout le professionnel et l'affectif, mais il y a aussi la santé, il y a aussi l'âge, il y a les grands âges de la vie. Toutes ces crises sont à comprendre en termes de nécessité intérieure, le fameux processus d'individuation de Jung, et le cycle de vie. Alors les grandes crises, on les connaît au niveau général. 29-30 ans, qui suis-je? C'est le retour de la Saturne, très dur. Midlife crisis, 37-47, la grande crise du midi de la vie. Après ça, il y a la cinquantaine qui arrive. Que sais-je? Alors chez les hommes, c'est compliqué parce que l'adolescence, ça va de 8 à 48 ans. Ce qui fait qu'à 50 ans, les gars doivent se taper toutes les crises empaquetées. Et puis donc la cinquantaine, c'est que sais-je? Et puis la soixantaine, qu'est-ce que je vais léguer? Qu'est-ce que je vais transmettre? Il y a les grandes crises génériques. Et puis il y a les crises ponctuelles. Et alors là, quand on connaît bien son cycle de vie, rassurez-vous, il y a toujours de l'inattendu. Faut pas, on ne planifie pas ça, mais il y a toujours quelque chose qui fait que... Et donc, ça aide énormément de s'éduquer, de s'auto-éduquer à la crise. C'est crucial. Sans quoi, on risque d'avoir la nostalgie du paradis perdu, on risque d'avoir la désillusion permanente, l'amertume. Il y a des gens amers comme ça, ils sont amers sur leur passé, leur histoire, alors que leurs échecs, c'est les plus belles choses qui pouvaient leur arriver, puisqu'ils vont enfin devenir des humains beaucoup plus éveillés, évolués spirituellement. Bon, c'est plus facile à dire. Bon. Mais c'est important de se préparer, d'avoir cette agilité mentale, cette disponibilité pour faire face aux crises, parce qu'elles ne manquent pas d'arriver. Et c'est parfois très dur. Parce que le problème de la crise, c'est qu'elle se chronifie. C'est que voilà, par exemple, je sais pas, vous n'osez plus aimer, ou alors vous êtes carrément passé à autre chose, mais, ou alors que vous n'y croyez plus, vous perdez cette estime de vous-même. Et si vous ne l'avez plus, c'est un travail. C'est un travail. Alors, comme c'est une conversation et que je parle beaucoup trop, je vais terminer doucement sur quelque chose que j'aimerais vous apporter, que je fais faire beaucoup. C'est comment recoudre cette temporalité à travers un nouveau projet de vie. Parce que c'est ça la question. On recoud le fil rouge de la temporalité dans les crises. Pour retrouver l'estime de soi et le projet et recontinuer à vivre. Alors moi, c'est une technique qui est à la fois issue de la phénoménologie, mais aussi de l'hypnose ericksonienne. Erickson qui a connu des crises. Jung et Erickson sont des gens qui ont connu des crises monumentales, mais aussi dans le monde sportif. Je pourrais vous raconter l'histoire d'Eddy Merckx, qui est un homme extraordinaire, le plus grand champion, surtout chez les Belges, de tous les temps. Il a vécu des crises très profondes aussi, je pourrais vous en parler si vous le souhaitez. Mais il y a une technique très simple, c'est ce que je pratique, c'est la futurisation, les lettres du futur. Alors bien évidemment, si vous avez 95 ans, vous vous appelez Edgar Morin, futurisez vos 100 ans, encore que lui, il a une belle vie au Maroc, dans son riad, voilà, pourquoi pas. Mais il est évident que le cycle de vie va être important. Si vous avez 35 ans, vous êtes le jour, dans ces lettres du futur, de vos 40 ans. Vous n'êtes pas ici à la maison en train de dire « Tiens, qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans ?» Non, vous êtes ce jour-là. Si vous êtes né en 1988, aujourd'hui, 21 février 88, le jour de vos 35 ans, la lettre du futur, c'est le jour de vos 40 ans en 2028. Et là, comme vous avez 40 ans, il y a un vieux copain ou une vieille copine qui vous appelle en disant « Salut, 40 ans, raconte un peu, ça fait 5 ans que je t'ai pas vu. » Même le 30 mars 80, on peut faire ça. Et alors, la personne écrit. Alors, il faut faire ça au calme, bien évidemment. Pas dans un bistrot sympathique. Encore que,
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces lettres sont géniales. Moi, je fais faire ça à mes impatients depuis 35-40 ans. Et on a des trucs, et dans les séminaires, à la fin du séminaire, les gens lisent leurs lettres. J'ai encore vécu au Maroc il y a une semaine. Ils lisent leurs lettres du futur. C'est beau, on a envie de pleurer, on croit en l'amour. On se dit la vie est belle, on se dit que le monde du travail peut être épanouissant. Bref, il y a des tas de choses qui se passent. Quoique tout le monde maintenant a tendance à vouloir être écolo, bio, petite ferme à la campagne, à manger, c'est déprimant. Enfin non. Et alors donc, c'est très intéressant parce que vous avez des informations sur votre inconscient. Un peu comme un rêve que vous feriez. Et ça vaut la peine de faire ça vraiment calmement. Et alors seulement, il faut la passer au crible de la critique, cette lettre, après. Hein. C'est un petit tamis, là où on laisse passer les trucs, les poussières. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a 3 risques. Puisqu'on parle de projet de vie, il y a le risque utopique. C'est le syndrome d'Icare. Je plane. C'est un peu la question, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnerais au loto? Le problème, c'est qu'on ne gagne pas au loto. Voilà. Donc ça, le danger, c'est le syndrome utopique. L'autre danger, ce serait le syndrome mimétique. Tout le monde veut devenir coach, thérapeute, ouvrir son centre de bien-être. Il y a quelques années, c'était les bed and breakfast. En Ardèche, il n'y avait plus que ça. Que des bed and breakfast, des gîtes. Puis il arrivait des gros Allemands qui arrivaient, j'ai rien contre les Allemands, mais qui arrivaient l'hiver et la peau de dame, là, dans la pluie ardéchoise. Elle devait faire du lait chaud le matin, elle déprimait complètement. Mimétique. Si notre projet, c'est ce que tout le monde fait, ça ne va pas. Et puis le dernier piège, c'est kafkaïen. C'est je vais travailler à fond pendant 5 ans, et puis après, on va dans les îles. Le problème, c'est que 4 ans et 11 mois après, le mec se paye un AVC, un infarctus. Il a perdu sa vie, elle a gagné. Et donc, donc ça, c'est un peu les dérives, quoi, la dérive utopique, mimétique, kafkaïenne, procédurale, syndrome d'Icare, syndrome de Panurge, le mimétique, hein, le troupeau, ou alors syndrome de Sisyphe, quoi, toujours sur le métier, toujours à rebâtir sa même. Et ce qui est très important dans cette... parce que maintenant, si vous êtes dans la vie que vous aimez, si vous avez un boulot que vous aimez, si vous êtes équilibré, épanoui, il ne s'agit pas de tout remettre en question, évidemment, mais ça peut être joindre de nouvelles compétences, de nouveaux centres d'intérêt. Et c'est vraiment un très bel exercice, parce que le futur ne manque pas d'avenir, ça j'en suis profondément convaincu. Et puis alors après, quand on aura, si c'est une reconversion pro, si c'est un déménagement, si il s'agit de retrouver quelqu'un pour faire un bout de chemin, à ce moment-là, si vous voulez, vous avez nourri votre imaginaire, et cet imaginaire se projette. Et comme synchronistiquement on obtient ce qui nous ressemble, on induit aussi des choses positives, en sachant que on obtient ce qui nous ressemble, mais si c'est un mirage, le mirage se dissipera vite. C'est pour ça qu'à ce moment-là, quand on se met dans un nouveau projet de vie, il est important de passer par ce qu'on appelle le sas non décisionnel. Bon, par exemple, quelqu'un qui veut faire une formation en XY, vous savez, le monde de la formation est immense. On fait d'abord un inventaire sans trancher, on cartographie le champ des possibles, et puis on réintègre la contrainte. C'est un peu la métaphore de l'agence de voyage. Je vais chercher plein de docs, je ne tranche pas, puis je réintègre les contraintes, le budget, la période, les vacances des enfants. Bref, finalement, je finis à Dunkerque, heureux, épanoui, au bord de la mer. Et donc voilà. Mais donc, j'aimerais un peu terminer là-dessus, parce qu'en fait, nous sommes créateurs de notre destin, pour autant qu'on aille dans sa ressemblance profonde. Je ne vais pas devenir musicien, si j'ai aucune aptitude à ça, je vais pas changer de tempérament. Vous savez, il y a les types psychologiques de Jung, l'énéagramme. Il y a cette chose révolutionnaire, le design humain. On a une digne représentante du design humain ici même. Alors, nous, on fait parfois des consultations ciel de naissance, design humain croisé, c'est génial. Bref. Et donc, on sait qui on est, on apprend à se connaître dans la vie, c'est normal. Mais donc, cet exercice de futurisation est vraiment très, très, très chouette. Alors, on peut le pratiquer par la sophro, par la visualisation, l'hypnose, bien sûr.
Et il faut quand même dire que le fait de recoudre la temporalité de la... Vous voyez ce que je veux dire, hein, ce fil rouge là qu'on redéploie, ça permet une chose essentielle également, c'est que quand on est dans des grandes crises, nos angoisses sont réactivées. On ne fait pas l'économie de l'angoisse, à moins de se marteler d'antibiotiques, de somnifères plutôt. Et donc, l'angoisse, c'est l'énergie de la vie. Moi, je dis toujours aux gens, vous êtes angoissés, c'est bon signe. Mais les gens qui ne sont plus angoissés, ils sont déjà à moitié morts. Hein. Bon. Et donc, l'angoisse, c'est l'énergie de la vie, mais cette énergie de la vie, il faut la surfer. On connaît tous les surfeurs là, sur les vagues au Portugal, à Nazaré au Portugal ou ailleurs. Il faut surfer l'angoisse, il ne faut pas couler, quoi. Et donc, le fait de redéployer la temporalité permet d'utiliser, de surfer l'angoisse, qui est l'énergie même de la vie. Et voilà, je crois que comment faire face aux crises et comment les accompagner? Les accompagner, c'est faire preuve d'un maximum d'empathie, évidemment. C'est clarifier ce qui se passe. Parce qu'une crise se passe toujours à un niveau logique qui est supérieur à celui de où elle se manifeste. Par exemple, deux collaborateurs dans une équipe sont en tension, c'est la crise, mais vraiment. Il peut y avoir une faillite de l'entreprise. On va aller voir au niveau logique supérieur, le management, le leadership, etc. Dans une famille, c'est pareil. Il y a un enfant qui dérape complètement, on va interroger aussi le couple. Sans culpabiliser avec des théories systémiciennes déjà démodées. Hein. Bon, attention les théories. Hein. Les théories, ce sont des métaphores de travail, ce ne sont pas des vérités. Et donc, il y a cette notion que vraiment, on peut clarifier la crise. Et puis après, futurisation. Des petites questions toutes bêtes. Suppose ton problème résolu. Qu'est-ce que tu fais? Imagine que tu es carte blanche. Imaginez, madame, que votre mari ne soit pas jaloux, ou l'inverse. Qu'est-ce que vous feriez? Supposez le problème résolu, lever la contrainte, remettre en perspective. Ça aide énormément à déminer, à déconstruire, à relativiser, à recadrer les difficultés. Et puis alors après, minimal change. Le plus petit changement possible. Milton Erickson. Il y a Jung quand on est dans la psychanalyse des profondeurs, mais alors pour les gens qui sont plus pressés comme moi, il y a Milton Erickson, hein, c'est des gens extraordinaires. Erickson, qui est un type qui est né daltonien, qui a 17 ans à la polio, qui est complètement paralysé. Il est donné pour mort. Il entend sa mère à qui le médecin dit il va mourir cette nuit. Et alors il lui demande de bouger l'armoire, enfin il se bat, il survit le lendemain. Et alors il se détend comme on a fait avec Stéphania. Et il lui arrive un truc que vous avez tous vécu, ça, j'imagine. Vous savez, au moment de vous endormir, là, vous avez déjà vécu ça. On a ce qu'on appelle un réflexe idéomoteur. Là. On est là. Et il va récupérer la maîtrise de son corps. À 17 ans, il découvre l'hypnose. Et puis il va faire la médecine, la psychiatrie. Il va devenir le plus grand thérapeute, hypnothérapeute du siècle, hein, le siècle dernier. Et il a fait de sa crise une renaissance. Bon, la polio, en tant que pro-vaccin non vacciné, je crois que c'était quand même une bonne chose qu'il y ait un vaccin pour la polio, parce que lui, il ne l'a pas eu. Donc il a eu des crises de polio jusqu'à la fin de sa vie. Et grâce à l'hypnose, et cet homme est devenu ce qu'on appelle un thérapeute hors du commun. Jung, sa grande crise du midi de la vie, quand il plonge dans les images archétypiques au seuil de la psychose, et qu'il les dessine. Il a fait le livre rouge. J'ai failli le prendre avec, mais ça fait 20 kilos et il pleuvait. Donc j'ai pris simplement le tarot. Et donc, Jung a vécu une crise dont il est sorti, à partir de laquelle il a créé sa manière d'aborder et de guérir les gens. C'est des exemples extraordinaires. On parlait de Navalny, mais vous connaissez certainement Etty Hillesum, qui malheureusement n'est pas revenue des camps. Cette femme a vécu des choses extraordinaires, son journal, une vie bouleversée. Mais là, c'est une crise qui a mal fini, Auschwitz, bon, c'est l'horreur. Mais un autre, Martin Gray qui est sorti qui a revécu, qui est rené d'épreuves absolument incroyables, etc., etc. Et voilà, je vais tout doucement vous laisser la parole, hein, puisque on est censé débattre.
c'est qu'en fait les crises, ce sont, comme disait Christiane Singer, ce sont des occasions magnifiques de renaître à nous-mêmes et de changer ce monde qui, aujourd'hui, est un peu à côté de ses pompes. Merci de votre attention. Pas trop parler, ça va? Ça va, une petite heure. Alors, à vos questions. Hélène. Donc, ce que tu dis, c'est que les crises